Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Mettet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, décideurs engagés. Vous êtes directeur général de l'EDEC Business School. On va en parler évidemment, mais le principe de l'émission, c'est qu'on va d'abord parler de vous, Emmanuel Mettet. Vous avez une mère institutrice, un père expert comptable, et vous êtes passionné de hockey sur glace. Racontez-nous un petit peu ce qui vous a construit, ce qui vous a forgé dans la vie. Alors oui, une mère institutrice, clairement, et bon, le père expert comptable. Donc du coup, j'ai trouvé un peu ma voie entre les deux, puisque je suis professeur de gestion, de stratégie d'entreprise. Mère institutrice, forcément, ça m'a forgé, envie de partager. L'exigence aussi. L'exigence, bien travailler. Voilà. Et puis, elle était institutrice, elle a commencé dans les années 50. Donc, c'était encore on était dans le prolongement de la Troisième République. On n'était plus dans la Troisième République, mais voilà, cette idée, en tout cas, qu'il y a une mission extrêmement noble pour l'éducation. Moi, j'ai une citation qui m'accompagne souvent, c'est Nelson Mandela qui a dit que l'éducation était l'arme la plus puissante pour qui voulait changer le monde, et ça, j'y crois fortement. L'éducation à la manière noble, vous dites, vous pensez que ça s'est perdu au fil des années ? C'est toujours difficile. Chaque époque, quand on regarde, on pensait que l'époque d'avant était mieux. Oui, on dit toujours que c'était mieux avant, mais c'était mieux avant. Quand on regarde de plus près, c'est pas toujours aussi évident. Mais en tout cas, l'éducation, effectivement, est vraiment une arme puissante pour changer le monde. Oui. Donc, vous avez été éduqué à l'exigence. Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce tournant plutôt commercial ? Alors en fait, j'ai fait STAPS, voilà, parce que je faisais du hockey sur glace, qui est aussi une école de la vie. Et puis là aussi, il y a des profs qui vous changent votre vie. On se rappelle tous de un certain nombre de profs qu'on a pu avoir qui ont changé notre vie. Moi, en STAPS, j'ai un prof qui a changé ma vie. Il m'a fait faire de la recherche, en sociologie notamment, et puis ensuite en management. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux faire de la recherche et de l'enseignement pour comprendre bien ce que c'est que la performance, comment tous ensemble, une équipe d'individus et de personnes peuvent se dépasser. Voilà, c'était ça ma passion. Et donc je me suis retrouvé en doctorat, faire un doctorat en stratégie d'entreprise, sur comment des entreprises changent des règles du jeu et font des stratégies disruptives. Voilà, stratégie disruptive. On va en parler, parce que c'est vraiment votre truc, le disruptif. Mais vous êtes passionné aussi de hockey sur glace. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie ? Alors, bon, le goût de l'effort. Le hockey sur glace, c'est un sport de contact, donc aussi le goût de l'engagement, mais de l'engagement collectif. C'est un sport dans lequel, effectivement, il y a du contact, mais c'est un sport dans lequel, quelque part, votre intégrité physique dépend de vos petits camarades, et réciproquement. Donc voilà, on fait des choses. Puis c'est un sport qui est rapide, c'est un sport qui est encore une fois engagé. On gagne, on apprend à perdre aussi. Voilà, on n'aime pas perdre, mais on apprend à perdre de temps en temps. Voilà, un parcours. On tend vers un but. Il est fait de victoire, mais aussi de défaite parfois. Mais voilà, à la fin, il faut toujours se dépasser et réussir. Et vous avez donc fait toute votre carrière à l'EDEC, à commencer par un poste de professeur de stratégie au sein de l'école. Pourquoi avoir fait ce choix de rester à l'EDEC ? Alors, moi, j'ai choisi l'EDEC il y a 30 ans. Et on parlait de disruption. C'était déjà à l'époque une école que je voyais assez indépendante. J'aimais cette indépendance. Et puis prendre des chemins de traverse, des stratégies un peu différentes. Par exemple, on était allé s'installer, l'école était allée s'installer à Nice il y a une 40aine d'années, à une époque où avoir 2 campus pour une école, c'était complètement dingue. Et moi, ça me plaisait, cette indépendance. Et puis, il y avait aussi des valeurs humanistes, une tradition humaniste. C'est une école qui est née dans le nord de la France, au sein de l'Université catholique de Lille. Voilà. Et voilà, ces deux aspects-là, donc le côté indépendance entrepreneuriale et puis le côté humaniste, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est ce qui fait que j'y suis encore aujourd'hui. Et vous êtes passionné donc par les stratégies de rupture, on en parlait. C'était le sujet de votre doctorat d'ailleurs. Oui. Casser les règles du jeu, c'est ce qui vous plaît ? Entre autres choses, mais effectivement de trouver des voies finalement qui sont des voies innovantes, de faire autrement, pas uniquement pour faire autrement, mais pour faire de la nouveauté, trouver de nouveaux chemins est quelque chose qui me passionne. Oui. Et surtout dans ce monde aujourd'hui qui est plus qu'incertain, donc c'est essentiel de pouvoir s'adapter, de trouver ces voies différentes. Oui, par exemple à l'EDEC, on a une
on a un petit savoir-faire en matière de monétisation de notre recherche. Donc on fait de la recherche comme toutes les grandes institutions d'enseignement supérieur au monde. Mais avec cette recherche, on est capable de la vendre aux entreprises. On fait, pour être très... Donner un exemple, on fait des indices en fait financiers que des investisseurs tout autour du monde répliquent, les indices de l'EDHEC. Et voilà, c'est devenu une source de revenus importante pour l'école, mais on aura peut-être l'occasion de... Bien sûr, alors c'est important, hein, les sources de revenus, financer ces écoles, c'est toujours un enjeu majeur. Comment est-ce que l'EDHEC s'adapte aussi à ces contraintes? Alors, l'EDHEC a toujours été une école indépendante, et on vit en gros à 80% de notre budget. Le budget de l'EDHEC, c'est 200 millions d'euros. L'EDHEC, c'est une association loi 1901, d'ailleurs, à but non lucratif, et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est important de le préciser. On vit à 80% des frais de scolarité que nous versent les étudiants, les familles. On a très peu de subventions de l'État. Donc effectivement, les frais de scolarité, on peut pas les monter jusqu'au ciel. Donc il faut trouver des moyens de financer le développement de l'école, non seulement avec les frais de scolarité, mais avec d'autres sources de revenus. Et pour ça, effectivement, de temps en temps, on fait des petites disruptions. Ouais. Lesquelles, par exemple? Là, par exemple, je vous parlais de nos indices. C'est un centre de recherche qu'on a créé, et puis on a créé un spin-off, comme le font les grandes universités de par le monde, notamment les universités de sciences qui peuvent vendre des inventions. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis ce spin-off, un jour, on l'a revendu pour 200 millions d'euros au bénéfice de la fondation EDHEC. Donc 200 millions d'euros, on a gagné finalement l'équivalent d'un autre budget de l'école, et ça nous permet évidemment de financer des ambitions très très fortes. Et l'EDHEC se distingue aussi par son engagement à accompagner ses élèves dans ce monde, on l'a dit, très incertain, changeant, un monde de plus en plus connecté et globalisé. Comment est-ce que l'EDHEC accompagne justement ses élèves sur ces nouveaux enjeux? Alors aujourd'hui, pour nous, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est le purpose, la mission de l'école, c'est de faire en sorte que le business serve le bien commun. Voilà, ça c'est moi, c'est des sujets de recherche là aussi sur lesquels j'ai travaillé depuis une trentaine d'années, de montrer que le but d'une entreprise, c'est de faire du profit, bien sûr, mais c'est aussi de servir la société. De plus en plus. Que voilà, sans profit, il n'y a pas de progrès, mais sans servir la société, le profit sert pas à grand chose. Et donc c'est en cela qu'on veut accompagner nos élèves. Donc ça passe par de la recherche. On va, par exemple, dépenser 60 millions dans la recherche sur le climat et sur la finance du climat, comprendre précisément comment le climat va avoir un impact physique en fait sur nos sociétés, sur les différents actifs financiers investis dans le monde. Et ça, évidemment, on va l'enseigner à nos élèves. Et puis nos élèves, il faut qu'on leur apprenne à changer les entreprises, pour qu'elles-mêmes changent le monde. Donc c'est un axe de priorité qu'on a défini maintenant, qui s'appelle former à transformer. Alors bien sûr, on enseigne à nos élèves le changement climatique, la science du climat, la biodiversité, la justice sociale, l'inclusion, mais en plus on leur apprend à transformer les entreprises de l'intérieur pour essayer de régler ces problèmes. On va parler d'inclusion à la fin de cette émission, mais d'abord, on le voit aussi, les règles du commerce international aujourd'hui sont de plus en plus difficiles, avec ces nouvelles taxes, cette guerre des taxes, avec évidemment l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous enseignez aussi à vos élèves? Comment est-ce que vous personnellement, d'ailleurs, vous voyez cette guerre des taxes aujourd'hui? Alors, on sait que potentiellement c'est quelque chose qui va générer de l'inflation, qui va certainement avoir des tas d'effets désagréables. Deux choses en fait par rapport à la manière dont ça nous touche. D'abord nos relations avec les États-Unis, qui sont quand même un pays avec lequel on travaille beaucoup, on a beaucoup de partenaires là-bas, et aujourd'hui ils sont en difficulté, donc ils vont évidemment sur tous ces sujets de climat, de développement durable, certainement se mettre un peu en retrait. Et donc c'est une occasion pour des écoles comme l'EDHEC, pour la France, pour l'Europe, d'avoir encore plus leur mot à dire sur ces sujets-là. Un collègue américain m'a dit, nous on n'a plus trop le droit de parler du climat. Je lui dis, moi je pense que les décisions que Donald Trump est en train de prendre... Oui, c'est profit et America First. Exactement, mais tout ça va accélérer encore le changement climatique, sauf à être climato-sceptique. Donc nous, on va continuer à investir sur, justement, lutter contre le changement climatique. Et puis évidemment, c'est de former encore mieux nos élèves à la géopolitique. Et donc on vient de lancer une chaire en géopolitique avec un jeune retraité général de l'armée de l'air qui nous lance une chaire en géopolitique, et de faire en sorte que tous nos élèves... d'avoir ça à l'esprit,
le commerce est bien, mais c'est dans un monde évidemment où dans un monde de risques, on a aussi une chaire en management des risques criminels parce que il faut que nos élèves soient préparés à ça et comprennent exactement comment ça se passe. Donc bien comprendre le monde. Nous, on a grandi, enfin moi j'ai grandi dans un monde où on pensait la globalisation heureuse se dessiner. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est pas ça. Le monde se multipolarise, mais c'est aussi plein d'opportunités en fait que ça crée, qu'il faut saisir. Et il faut continuer effectivement à essayer de travailler à rendre ce monde-là encore meilleur. Alors, on va parler évidemment de ce que vous faites pour les étudiants, notamment les étudiants boursiers. Vous avez augmenté les bourses et l'ouverture sociale, c'était aussi une de vos ambitions pour l'EDEC. La gratuité pour les plus démunis, c'est même l'objectif que vous recherchez. Hein. Oui, donc ça c'est une conviction forte. Oui. On sait très bien que les grandes écoles, je vais pas retracer tout ça, mais l'ouverture sociale. Alors les grandes écoles de commerce en plus coûtent cher. Comme je le disais, on n'a pas de subvention de l'État, donc il y a la compétition mondiale, il faut des moyens. Notre plan actuel, c'est 300 millions d'euros d'investissement, hein, donc il faut trouver ces moyens. Donc oui, ça coûte cher, mais on ne réussira que si on parvient à faire en sorte que les élèves talentueux mais démunis puissent venir à l'EDEC sans se poser la question de savoir comment ils vont financer ça. Donc effectivement, c'est chaque année 10 millions d'euros que l'école sur son PNL reverse sous forme de bourse. Et puis c'est aujourd'hui la fondation EDEC qui maintenant lève de plus en plus d'argent. L'année dernière, on a levé 5 millions d'euros, la plupart de cet argent levé parmi nos diplômés, pour financer essentiellement un peu de la recherche, mais essentiellement des bourses pour les étudiants défavorisés. Et du coup, est-ce que l'EDEC arrive à avoir une diversité, notamment dans le recrutement de ses étudiants? Alors oui, on a aujourd'hui 15% de boursiers, mais c'est pas assez. On veut passer à 20%. Et effectivement, pour les boursiers les plus défavorisés, ce qu'on vise, c'est 100% des frais de scolarité pris en charge. Et peut-être plus à terme, on voudrait que, y compris les frais de la vie étudiante, finalement, soient pris en charge. Et pour ça, la générosité des diplômés est assez impressionnante. On a reçu encore récemment un legs de plus de 10 millions d'euros le jour où il se fera. Et vraiment, la personne veut que ce legs... c'est un ancien élève qui a fait fortune et veut que ça serve à financer les études d'étudiants défavorisés. C'est pas uniquement de la bien-pensance, on a un contrat social. Donc je vous parlais de méritocratie au début et de la Troisième République et de ma maman institutrice, mais je crois qu'on a vraiment ça à entretenir dans la société. On a un contrat social et de faire en sorte finalement que l'ascenseur social fonctionne. Tous les gens talentueux doivent pouvoir faire une grande école, y compris une grande école de commerce comme l'EDEC. On va passer aux questions de nos partenaires. La question de Action Philippe Strait, c'est juste après le jingle. La question de Action Philippe Strait, c'est l'association qui agit justement pour l'inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap. Ça, c'est une question que vous avez choisie. Quelles actions de communication interne et externe sont mises en place par l'EDEC pour faire bouger les lignes justement en matière de handicap? Alors faire bouger les lignes, c'est la bonne expression parce que c'est vraiment un combat. Si je regarde sur les 15 dernières années, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup évolué à l'EDEC. C'était presque un sujet tabou. Ils voulaient pas en parler, les gens se déclaраient pas, les managers voulaient pas de travailleurs handicapés. Parce que par méconnaissance. Par méconnaissance, par des craintes un peu bizarres, et ça on l'a fait bouger. On l'a fait bouger de plusieurs manières. Alors beaucoup de communication en interne, travailler sur les peurs justement, expliquer que les salariés handicapés ne sont pas des gens qui sont souvent absents, ne sont pas des gens démotivés, au contraire. Et puis travailler aussi sur les aspects positifs, parce que ce qu'on voit en fait, c'est quand un salarié se déclare, en fait est reconnu comme travailleur handicapé et le déclare ouvertement, a le courage de faire ça, parce que souvent les gens veulent pas. C'est vrai. Mais quand ils le font, d'abord eux se trouvent mieux, on peut les accompagner, on peut adapter leur poste de travail, on peut adapter leur temps de travail, on peut leur donner du télétravail, et puis surtout ça change l'ambiance dans l'équipe en fait. Il y a beaucoup plus de bienveillance, il y a beaucoup plus de respect, et ça c'est des valeurs qu'on veut promouvoir, et c'est aussi, je pense, ce que les managers ont compris à l'EDEC. Alors il y a beaucoup de communication interne, et puis pendant la semaine du handicap, on fait une journée du handicap, on fait une journée vie ma vie par exemple, voilà, on donne des lunettes déformantes aux gens pour qu'ils voient ce que c'est que la malvoyance, on les fait essayer un fauteuil roulant pour qu'ils voient ce que c'est. Donc voilà, c'est toutes ces incitations-là. Après, il y a les infrastructures à adapter, etc. J'imagine. Alors il y a les infrastructures à adapter, les postes de travail.
C'est aussi chez les étudiants, faut le savoir. Voilà, c'est ce que j'allais venir. Parce que les étudiants aussi, du coup. C'est aujourd'hui, on a plus de 350 élèves à l'EDEC sur nos 10 000, qui sont déclarés officiellement comme ayant un handicap, alors plus ou moins lourd, mais voilà, il faut qu'on les aide, il faut on adapte bien sûr les infrastructures, mais pas que. Il faut adapter les conditions d'examen parfois, parce que le handicap fait qu'il leur faut un peu plus de temps. Et puis on constate que quand on fait ça, il y a des gens brillants, mais qui ont un petit handicap, qui trouvent leur place. Et voilà, c'est tout ça, et c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais à la fin, c'est encore une fois un certain nombre de valeurs qu'on arrive à et de la satisfaction en fait. En tout cas, à pouvoir les accompagner. Ouais. La question d'Europhone à présent. Ouais. Europhone, c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, le partenaire commercial du développement commercial, B2B des entreprises. Face aux incertitudes économiques actuelles, quelle stratégie l'EDEC met-elle en place pour renforcer sa résilience et assurer sa croissance durable en 2025 ? C'est une vraie belle question, j'ai trouvé. C'est d'abord se projeter à long terme, justement. C'est de pas être englué dans les difficultés du moment. Je le disais, l'EDEC est une association loi 1901 à but non lucratif. Le fait d'être à but non lucratif est vraiment une force aujourd'hui pour nous, de ne pas en fait être vraiment dans les contraintes du moment, de ne pas chercher une rentabilité à court terme. On cherche la rentabilité, mais on peut se projeter à long terme, on peut faire vraiment des choix, des arbitrages à très long terme. Et je dirais que la deuxième chose, c'est c'est toujours un peu une pensée académique, mais quand même, c'est dans toute crise, il y a une opportunité, dans toute difficulté, il y a une opportunité, et c'est de voir en fait les difficultés qui se présentent, non pas comme des difficultés uniquement, bien sûr, il faut pas être naïf, mais aussi les voir comme des opportunités. L'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait être extrêmement destructeur pour l'enseignement. Je veux dire, voilà, nous on expérimente des robots enseignants, des robots assistants pédagogiques, des robots chercheurs. Voilà, ça peut inquiéter les profs, mais à l'inverse, il faut en faire un outil de travail qui va aider nos professeurs, avec lesquels on va les augmenter, ils vont travailler encore mieux. Il y a une adhésion, il y a une envie justement d'apprendre à travailler. Alors il y a toujours une crainte, il y a toujours comme toujours dans les changements, il y a une partie. D'abord un rejet et peut-être après une. Alors il y a ceux qui sont curieux, qui veulent expérimenter, ceux-là faut les libérer, faut leur laisser le champ. Il y a parfois les gens un peu qui craignent et ceux-là faut les rassurer. Puis il y a toute une espèce de ventre mou entre guillemets qui oscille entre les deux. Et voilà, et ceux-là faut leur montrer le chemin, faut leur montrer que c'est excitant, qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Et en général ça se passe bien. Et sur l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. On fait des alliances avec des partenaires tout autour du monde en fait pour travailler là-dessus, expérimenter et faire en sorte que finalement ça améliore notre travail en quantité, en qualité, surtout en qualité d'ailleurs, pas tant en productivité, pour à la fois nos profs et nos élèves et finalement. Et de toute façon, il faudra faire avec, comme on dit, donc autant s'adapter. Question de l'hémicycle, à présent, c'est vous qui allez poser des questions à nos hommes politiques ou femmes et nos hommes politiques qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Emmanuel Mettet, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Alors moi, on parlait tout à l'heure de géopolitique et de monde qui se transforme. Moi, j'ai un sujet, c'est l'immigration. Par ma position, je visite beaucoup de pays dans le monde, et notamment je rencontre beaucoup de mes équivalents, je visite beaucoup de business schools et d'universités tout autour du monde. Et je vois beaucoup de pays qui se sont refermés, notamment en matière d'immigration étudiante, y compris des grands pays qui étaient des pays en fait qui avaient pour tradition d'accueillir les meilleurs talents du monde entier. Aujourd'hui, on voit ces pays se refermer, et ce dont je peux témoigner, c'est que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à la fois culturelle, parce que notre mission, c'est à l'âge de 20 ans, faire en sorte que tous les jeunes du monde entier se rencontrent, se parlent, se confrontent, quelle que soit leur culture, leur religion. Donc c'est une catastrophe, c'est aussi une catastrophe pour les pays en question, parce que les talents du monde entier qui avaient l'habitude de venir chez eux n'y viennent plus. Et ce que je voudrais vous demander, c'est effectivement de maintenir la France comme étant un pays ouvert pour les talents du monde entier, de faire attention. Je vois des lois immigration dans certains pays qui sont une catastrophe, non seulement pour le système d'enseignement supérieur, non seulement pour la recherche, mais aussi pour le pays en tant que tel, et aussi pour
la qualité du monde globalement dans lequel nous vivons. Donc je vous remercie d'être très vigilant là-dessus et de continuer à faire en sorte que la France soit une terre d'accueil pour les talents du monde entier. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Magali. Emmanuel Mettet, merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.